Je m'appelle Nina Ramen. En 3 ans, j'ai emmené mon entreprise de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce que je pensais être difficile sur ce chemin, c'est vendre mon produit, manager des équipes et apprendre la finance. En réalité, ce qui a été difficile, c'est la solitude. Parce que quand on est dirigeante, plus on monte et moins on a le droit de montrer ses doutes. On a une équipe qui compte sur nous, on a des clients à servir et on a des fournisseurs avec qui négocier. Et les seuls endroits que j'ai trouvés où il y avait des personnes comme moi, c'était des boys clubs. Des lieux où il y avait que des hommes qui venaient m'expliquer mon propre travail et qui comprenaient absolument rien à ce que je vivais. Alors depuis 1 an, chaque mois, j'organise des dîners d'entrepreneuses. Je sélectionne 2 entrepreneuses de haut niveau qui viennent chacune avec une problématique. Et pendant une soirée, on s'aide les unes et les autres sur nos business. C'est ce qui m'a permis de prendre les meilleures décisions pour mon business. Alors ce podcast n'est qu'un prétexte pour avoir encore plus de ces conversations. C'est un endroit vulnérable, authentique, où on apprend. Parce qu'on est à la fois des patronnes, des dirigeantes de nos vies professionnelles, mais aussi de nos vies domestiques, et que parfois, on a envie de s'allonger sur le divan. Bienvenue dans le divan des patronnes. Quand tu es entrepreneuse, tu sais à quel point tout repose sur toi. Trouver des clients, gérer ta com, gérer ton administratif. Et bien sûr, gérer ton argent. Moi aussi, je suis passée par là. Et je peux dire qu'il y a un truc que j'aurais aimé savoir dès le début. C'est de choisir une banque qui comprend vraiment les besoins des indépendants. Comme la gestion des impayés, les prêts et surtout notre besoin de réactivité. C'est le cas d'Hello Bank Pro. Une banque pensée pour nous avec un vrai accompagnement à chaque étape. Une ouverture facile, des outils adaptés et même du soutien en compta et en gestion. Et en plus de ça, et c'est ultra important, leur service est très réactif. Fini l'attente interminable et les réponses floues. Là, tu as des conseillers qui connaissent ton métier et qui t'aident vraiment. C'est parce que je trouve que Hello Bank Pro offre tout ce dont une entrepreneuse a besoin dans les premières années où elle se lance, que je les ai choisis comme sponsor pour cette saison. Notre corps est le seul endroit où on est obligé de vivre toute sa vie. On ne peut pas le quitter, on ne peut pas le poser. Mais celui des femmes ne leur appartient pas totalement. Il est sans arrêt exposé à des normes, à des standards, à des jugements constants. On nous apprend très tôt à le surveiller, à le juger, à le corriger, à vouloir qu'il soit plus mince, plus ferme, plus discret. On nous félicite quand on le contrôle et on nous culpabilise quand on le laisse vivre. Alors, on finit par ne plus l'habiter du tout. C'est une forme de contrôle de nos sociétés en réalité. Faire en sorte que les femmes se détestent est un outil de domination. Quand tu consacres ton énergie à haïr ton ventre, à compter tes calories, à cacher ta fatigue, tu n'as plus d'énergie pour désobéir, pour revendiquer et pour déranger. Personnellement, j'ai traversé des troubles du comportement alimentaire depuis l'enfance. Et même encore aujourd'hui, mon rêve parfois, ce serait de plus avoir à porter mon corps. De plus sentir mon poids, de plus avoir à me battre contre lui. C'est une charge quotidienne, invisible, mais constante. Et je sais que je ne suis pas la seule. Pour de nombreuses femmes, le corps n'est pas un espace de joie ou de liberté, c'est un champ de bataille. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça avec une femme qui explore ce sujet en profondeur. Elle a été coach sportif, elle a vécu un burn-out, elle a reconstruit une activité en ligne qui met le corps des femmes au centre, pas pour le dompter, mais pour le comprendre. Elle parle de périnée, elle parle de sommeil, elle parle de santé mentale et surtout, elle parle de réconciliation des femmes de manière générale avec leur corps. Elle a écrit un livre qui est posé sur cette table pour celles qui nous regardent, le guide santé des femmes. Elle est à la tête de FAP Academy, qui aide les femmes à se réconcilier avec leur corps. Je suis très heureuse de t'accueillir, Alexia. Merci d'être sur le divan des patronnes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Nina, je suis très heureuse d'être là. Bienvenue. Eh bien écoute, je te propose qu'on attaque directement dans le vif du sujet. À 13 ans, plus de la moitié des filles, elles veulent changer de corps. Et c'est vertigineux, c'est un sondage Ipsos qui révèle ça. Tu dirais que cette haine de soi, elle naît où exactement des femmes par rapport à leur propre corps? Est-ce que ça vient de l'école? Est-ce que ça vient de la famille? Est-ce que ça vient des médias? Comment est-ce qu'on se retrouve à être aussi nombreuses, même à 13 ans, à ne pas aimer notre corps? Je pense qu'il y a le corps qui change beaucoup à cette période-là. Ouais. Et de façon générale, je pense qu'on n'aime pas, on n'est pas toujours confortable avec le changement. C'est quand même des choses qui perturbent parce que, en fait, on a... Tu vois, dans toute ta vie, tu as des cadres. En plus, on a tendance à être quand même assez normé. Il y a vraiment un cadre pour tout. Se comporter comme ci, comme ça, à l'école, machin. Et en fait, tu te retrouves avec un corps qui commence à t'échapper. Et je compare d'ailleurs souvent la périménopause et l'adolescence aussi avec le postpartum. Où en fait, c'est des moments de vie où ton corps, il t'échappe. Et en plus de ça, c'est des moments de vie où les hormones vont ne faire qu'exacerber tes ressentis, tes émotions. Donc, il y a à la fois le côté déstabilisant de ton corps qui
change physiologiquement, tu vois, je veux dire, tu vas avoir les seins qui vont commencer à se former, tu vas avoir plus de forme, tu vas avoir commencer à stocker plus de graisse, etc. Parce que tout le système hormonal de la femme fonctionne avec les graisses, donc du coup c'est normal et c'est sain pour le coup. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là où tu dois te réapproprier ton corps, en même temps, tu as le regard des autres qui change parce que finalement, une femme qui a les seins qui poussent, c'est sexualisé. Toujours les tontons un peu lourds qui sont là, ça y est, on voit ses tétons, machin. Et donc, je pense qu'il y a un sentiment aussi très vite qui s'installe de gêne, de honte, de je veux pas qu'on m'embête avec ça parce que moi, je me le suis pas encore réapproprié, je suis pas encore confortable avec ça. Donc, si on pouvait éviter de venir me renvoyer à quelque chose avec lequel je suis pas forcément confortable, ça va jouer. Et je pense que, tu vois, pour les phases de postpartum, aussi parce qu'on comprend pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe, on est paumé. Et à la périménopause, c'est pareil. Et tout ça, je trouve que ça passe aussi par le manque d'information et de compréhension de comment fonctionne notre propre corps. C'est hyper intéressant cette idée en fait, qu'il y a des jalons comme ça dans la vie d'une femme. Et ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, entre-temps, on fait pas le travail de se réaligner avec son corps. Et donc, du coup, chaque transformation vient redéclencher, en fait, des inquiétudes par rapport au changement. Enfin, c'est du changement. Chaque période... Et entre ces périodes, en fait, qu'est-ce qui se passe du coup dans les femmes, dans leur rapport à leur corps est-ce qu'elles arrivent à se réconcilier avec lui, ou est-ce que justement ces changements-là, en fait, c'est le début d'une dérive qui ne sera jamais rattrapée toute leur vie quasiment. Je pense que ça va vraiment dépendre de chaque personne, parce que tu vois, chaque femme va vivre sa puberté, son postpartum et sa ménopause de façon différente. Je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin de comprendre, et en comprenant, elles vont se réapproprier. T'en as où la réappropriation va passer par le sport, par exemple, de reconnecter avec de l'activité ou même d'autres pratiques, mais qui vont te reconnecter à ton corps, va faire que tu vas arriver à te le réapproprier. Et je pense qu'il y a des femmes qui vont pas trouver les clés parce que on est dans une vie qui va à 300 à l'heure et que des fois, en fait, on enchaîne et que on sait pas par où commencer. Et on se dit, du coup, je sais pas par où commencer, donc je commence pas et je continue la tête dans le guidon en restant à côté de ton corps, en fait. En fait, je continue ma carrière, je continue tout ce que j'ai à faire. Et puis, il y a ce truc-là qui est lourd, qui me pèse, je suis pas bien. Mais en fait, je sais même pas comment faire, donc je laisse ça de côté, quoi. Et justement, quand tu les accueilles, ces femmes, quand tu les vois, quand tu leur parles, comment tu les fais rentrer dans ce circuit on va t'aider à te réapproprier ton corps ça passe par quelles étapes concrètement? Alors moi, le choix que j'ai fait pour aider les femmes, tu vois, dans ça, c'est déjà de mettre à disposition tout le contenu gratuitement. C'est-à-dire qu'entre ce que je crée sur mon blog, les posts Instagram, les vidéos YouTube, tout ce que je peux mettre en contenu gratuit, je le mets, de façon à ce qu'au moins elles aient la compréhension. Et après, pour celles qui veulent aller plus loin avec moi, elles vont rentrer dans un programme pour la structure et l'accompagnement, le soutien. Mais les connaissances, 100% de mes connaissances sont disponibles gratuitement. Tu vois, il n'y a rien que j'ai pas donné gratuitement déjà sur mes différents réseaux. Après, parce qu'en fait, c'est à elles de venir à moi. Tu vois, c'est impossible ce truc de... Tu peux pas forcer les gens. Et donc, il faut qu'elles soient prêtes. Faut qu'il y ait eu... Ce que j'espère, c'est que dans tout le contenu que je donne, qu'à un moment, il y ait un déclic où elles se disent « Ok, je suis prête à y aller ». Mais en fait, le taf, on peut que le faire soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire pour nous. Donc, moi, j'essaye de planter des graines et de me dire à un moment, la graine, elle va sortir, tu vois. Et quand elle sortira, je serai là pour leur donner la main et leur dire « Ok, bon, maintenant que tu es prête à le faire, on y va ». Mais j'attends que la personne vienne à moi. Et ensuite, on y va avec, du coup, plus de structuration pour reprendre contact avec ton corps, le réapproprier, comprendre comment il fonctionne et puis te réconcilier avec, quoi. Ouais, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup. Et justement, est-ce que tu fais une différence entre prendre soin de toi, parce que quand on parle du corps des femmes, il y a toi tu l'abordes de manière très prendre soin de toi au sens où se reconnecter avec soi-même. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui confond prendre soin de soi et se conformer à un idéal esthétique? Quand tu te conformes, c'est de la contrainte. Quand tu prends soin de toi, c'est du plaisir. Enfin, pour moi, tu vois, je fais vraiment la différence. Quand tu le fais parce que tu te donnes de l'amour, c'est pas la même chose que quand tu le fais parce que tu veux montrer quelque chose à l'extérieur avec lequel t'es pas forcément aligné. Donc, c'est ce que j'essaye de leur transmettre aussi, c'est beaucoup d'amour de soi.
Leur montrer à quel point elles sont fortes aussi, parce que des fois, elles ne savent pas, elles ne s'en rendent pas compte. Donc, ne serait-ce que de leur montrer tout ce qu'elles ont déjà accompli dans leur vie et pas ce qu'elles veulent encore accomplir. Mais ne serait-ce que faire le point de toutes les épreuves qu'elles ont eues et qu'elles ont surmontées, leur montrer, mais si tu as surmonté tout ça, tu peux tout surmonter, donc tu vas y arriver. Leur redonner confiance en elles, leur montrer que, en fait, ce qui est difficile, c'est quand on voit l'objectif final et qu'on ne sait pas comment y arriver, du coup. Mais moi, ce que j'essaye de leur faire voir, c'est tous les petits pas qu'il y a à faire. Et en fait, quand je leur parle des petits pas, elles me disent « oui, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire ». Donc, en fait, je les mets là-dedans. Et après, elles se mettent dans quelque chose, c'est positif parce qu'elles réussissent. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont déjà en chemin vers l'objectif final, en fait. Ouais, si je reformule ce que tu dis, c'est qu'en fait, elles ont intériorisé le fait qu'elles ne sont pas capables. Et finalement, même si elles ont envie de se donner l'amour ou de se réconcilier avec elles-mêmes, finalement, ce qui les freine, c'est qu'elles ont intériorisé le fait que c'est trop difficile pour elles, c'est ça? Ouais, je pense qu'il y a une partie d'elles qui pense qu'elles ne le méritent pas. Ah, ok. Ouais. Tu vois, c'est souvent inconscient, mais Ouais. tu as souvent une partie d'elles où elles sont là, oui, enfin, genre, je l'aurai jamais, tu vois. Donc c'est en fait de leur dire que si elles peuvent avoir aussi ce bien-être corporel et cette réconciliation avec leur corps. Tu sais, un truc qui est dingue, je trouve, c'est que donc moi je bosse beaucoup avec des femmes qui ont plus de 50 ans en général. J'ai quelques femmes qui ont entre 35 et 50, mais la majorité elles ont plus de 50. Et quand je discute avec elles, je leur dis, si vous reprenez des photos de vous à 35, 45, vous vous trouvez comment? Je dis, j'étais bien. Je dis, mais à cette époque-là, vous disiez quoi de vous? Que j'étais trop grosse. Et en fait, quand tu regardes la photo avec 10, 15, 20 ans de recul, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je me faisais chier? Qu'est-ce que j'étais dure avec moi-même? De me dire que j'étais pas assez ceci, pas assez cela, alors qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'étais canon, quoi. Et je trouve ça triste, ce décalage. Et je leur dis, en fait, dis-toi que ça va être la même chose dans 20 ans. Donc dis-toi, aujourd'hui, je suis canon. Et en fait, accepte le corps que tu as aujourd'hui. Et accepter le corps que tu as aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de travailler dessus. Bien sûr. Tu vois, parce que des fois, il y a ce truc-là de si je m'accepte, ça va être la débandade. Genre, non, en fait, genre juste accepte ton corps. Aujourd'hui, il t'a emmené jusqu'ici. Oui. Il t'a permis d'accomplir des choses incroyables. Des fois, tu l'as maltraité, donc il t'a empêché de faire des choses aussi parce que il t'a rendu ce que tu lui donnais au final. Et en fait, aujourd'hui, il est ce qu'il est, avec toutes tes cicatrices, avec tout ton parcours, il est ce qu'il est. Et donc, juste aime-le pour le fait qu'il t'a emmené jusque-là. Et maintenant qu'on est là, ok, comment tu as envie de l'emmener pour les 20 prochaines années? Et de là, de leur donner des clés pour en prendre soin davantage. Mais je pense que ça passe par la première étape, de dire j'aime mon corps aujourd'hui dans l'état qu'il est, même si c'est pas l'état que j'aimerais. Mais au moins, c'est ce que j'ai, en fait. Et donc, en fait, de faire la paix avec ça. Ouais, et puis tu peux pas, quelque part, te pousser et essayer d'accomplir des choses en n'ayant pas un minimum d'amour pour le corps que tu as aujourd'hui, parce que c'est lui qui, même si tu veux avancer dans certaines étapes, va t'accompagner. Donc, si tu ne lui veux pas un minimum de bien, quelque part, tu es toujours dans cette espèce de combat et pas dans ce système d'amour de « Ok, on va y aller ensemble et je t'aime comme t'es et on va faire étape par étape ». Tu es plus en mode genre « Marche ou crève, je vais te faire un régime hyper protéiné, je vais te faire ça ». Et c'est là où ça devient un combat et c'est là où tu rentres dans le champ, ce que j'ai appelé le champ de bataille, quoi. Ouais. Ok, hyper intéressant. En fait, t'es en fight aussi parce que t'aimes pas ton corps, donc vu que tu lui donnes pas d'amour, tu te bats avec. Sauf qu'en fait, c'est le seul truc avec lequel tu devrais être en paix. C'est vraiment ton corps pour le coup. Et donc en fait, il y a ce fight permanent qui est énergivore, mais comme pas possible, quoi, parce que tu es en conflit permanence avec toi-même. Et donc c'est hyper dur derrière de faire des choses qui vont te recoûter de l'énergie, comme faire des changements alimentaires, parce que même si c'est pour manger mieux et très souvent plus, parce que moi je vois les femmes que j'accompagne, au final elles mangent plus avec moi qu'avant, en fait ça demande quand même un changement, et tout changement demande de l'énergie. Se remettre au sport, même si tu le fais de façon très douce, ça demande quand même de l'énergie, donc c'est pas évident de le faire quand t'es épuisé par le combat interne que t'es en train de mener, quoi. Complètement. C'est hyper intéressant de se dire, avant même de commencer à faire des actions, on va juste faire équipe. Je retiens vraiment ça, y compris pour moi. J'ai toujours l'habitude de faire des petits apprentissages à chaque fois que j'ai des invités. Et je trouve qu'un exercice intéressant à faire, c'est de regarder, c'est de faire cet exercice. Pour ceux qui nous écoutent, faites cet exercice, de regarder une photo de vous d'il y a 10 ans et de vous dire comment est-ce que vous vous trouvez et
à l'époque, qu'est-ce que vous disiez de vous-même? Je trouve que c'est un très bel exercice. Enfin, en l'occurrence, je vais le prendre dans ma petite besace d'exercice et je vais le faire parce qu'on est si dur avec soi et c'est déjà une première étape de retrouver de l'amour. Toi-même, tu as vécu, tu t'en parles, tu as vécu un burn-out au moment où tout te réussissait un peu, au moment où ça allait entre guillemets bien. Est-ce que c'est ton corps qui t'a arrêté à ce moment-là? Ou c'était vraiment pas du tout complètement décorrélé? Je pense que mon corps, à ce moment-là, m'a alertée, tu vois. Ouais. C'est plus mon corps qui m'a communiqué que ça n'allait plus. Ok. Donc, pour le coup, oui, quelque part, en fait, c'est ton corps qui te fait genre... Mais tu vois, je le vois pas en mode il m'a lâché, Ouais. parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai imposé quelque chose, il avait rien demandé, et il m'a juste envoyé des signaux forts d'alerte, en mode là, je vais vraiment pas bien, donc faut que tu changes des choses. Donc, je le vois plus en mode, bah, on est une team, et il m'a dit hello, genre, tu vois, un peu comme un couple, où bah, des fois, il y en a un qui va dire là, ça va pas. Genre, bah, mon corps était à ce moment-là le message d'alerte de là, ça va vraiment pas. Et c'est vrai que c'est arrivé à une période où je réalisais mon rêve, parce que je suis partie en 2014 aux États-Unis et que c'était vraiment mon rêve de pouvoir travailler là-bas. Et surtout en étant dans le sport, tu vois, on n'a pas comme quand tu es dans la tech des visas ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas l'argent pour me payer un visa, j'avais pas une profession qui me permettait d'accéder à des visas. Ouais. Donc, le seul moyen que j'avais, moi, c'était soit de me marier, soit de jouer à la loterie. Et j'ai gagné la carte verte à la loterie. Et j'ai quitté mon activité professionnelle en France, donc j'étais déjà à mon compte, parce que j'ai toujours été à mon compte. J'ai créé mon activité pro entre ma licence, enfin 2e et 3e année de licence. Mais donc j'ai bossé pendant 4 ans en France, et puis j'avais ce rêve, j'ai joué à la loterie, j'ai gagné. Donc j'ai vendu mon activité de coaching à domicile, j'étais coach sportive à domicile, et je suis partie là-bas pour recommencer la même activité, sauf que je parlais pas anglais, et que j'avais pas un rond. Donc c'était un gros challenge, mais c'était mon rêve, et je me suis dit allez, ça ira, dans tous les cas, je trouverai, je me démerderai, j'y arriverai. Et donc j'y suis allée et j'ai réussi. J'ai réussi à trouver des clients, j'ai réussi à vivre de mon activité de coach sportif. J'ai jamais dû faire un autre travail pour rester. Et au bout d'1 an et demi, début 2016, j'ai enfin, parce que pendant 1 an et demi, je me fais loger chez des gens parce que j'ai pas les moyens d'avoir un appartement, donc je loue des chambres chez l'habitant. Et au bout d'1 an et demi, ça y est, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir me louer un studio. Et donc j'emménage dans mon studio, genre rêve ultime, enfin tu vois, genre un truc qui faisait 15 mètres carrés, mais c'était tu vois, genre je sais pas, c'était incroyable de me dire ok, j'ai réussi. Et c'est à ce moment-là où mon corps m'a dit ok, donc là ça fait 1 an et demi que tu me fais de la misère, meuf, et du coup ça y est, t'es safe parce que t'as un revenu et que t'as un toit. Donc bah là en fait stop, on arrête les conneries. Et j'ai commencé à vraiment pu être bien. Je pleurais tout le temps et je comprenais pas pourquoi. Je me disais mais je comprends pas, je suis en train de réaliser mon rêve, genre j'ai tout ce que je voulais. Et en fait je pleure et j'étais là genre pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je fous là, et tu vois, genre dans ma tête ça allait pas. Et j'ai pris du poids aussi, j'ai pris pas mal de poids, alors que tu vois, en mangeant ça, en étant sportive, je gonflais, je prenais du poids, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais beaucoup d'acné aussi, je faisais beaucoup d'acné sur le visage, mais aussi sur le corps. Donc en fait, il n'y a rien qu'à aller, quoi. Alors que je me disais, bah en fait, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé, tu vois. Et donc ça a été, un moment où mon corps m'a dit red flag, alerte rouge, enfin, tu vois, genre change un truc. Et moi, ça venait du fait que je dormais plus. Parce que j'avais mis tous les moyens possibles, inimaginables pour m'en sortir. Et donc, je commençais mes journées à 5h du matin et je rentrais à 1h du mat parfois, parce que je faisais des cours le matin, j'allais bosser dans les écoles le midi en tant que coach sportif, et puis ensuite, le soir, il y avait tous les networking, tous les trucs comme ça. Donc, en fait, j'arrêtais pas. Et au bout d'un moment, Et justement, du fait d'avoir dépassé tes limites à ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses pour respecter ces limites? Tu parlais du sommeil. Est-ce que tu as des choses où tu sais que tu es capable de dépasser ces limites malgré toi, par ambition, par envie, par désir, par rêve? Est-ce qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses pour plus que ça arrive? Oui, clairement. Donc moi, ma bête noire, c'est le sommeil. Parce qu'au niveau de l'alimentation, j'ai une routine qui me coûte pas et
qui me va bien. Au niveau du sport, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez facile, qui me coûte pas. Et par contre, le sommeil, c'est ma grosse bête noire. Donc, je m'autorise au moins un jour dans la semaine à travailler la nuit. Donc, je me fous la paix avec ça. J'ai le droit, tu vois, genre une fois dans la semaine. Comme le cheat meal, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, je me dis, des fois, c'est OK. Mais par contre, après, j'ai mis en place un tracker avec la Oura Ring qui poursuit mon sommeil. Et c'est ce que c'est que la Oura Ring. Du coup, On a la même. Ouais, en gros, c'est une bague et c'est un capteur qui donne pas mal d'infos. Mais c'est l'objet aujourd'hui le plus pertinent pour vraiment le sommeil, même si ça te donne des infos sur ton cycle, sur ton activité physique et tout. Mais sur le sommeil, c'est assez pertinent. Ce qui me permet d'avoir des datas assez intéressantes. Et en soi, c'est pas l'analyse des datas, mais c'est juste le tracker de c'est bien, c'est pas bien, tu vois. Donc, de vérifier que je fais pas n'importe quoi. Si des fois je fais du n'importe quoi, de rééquilibrer après. Donc voilà, ça me permet de suivre ça. Je mets des réveils pour aller dormir. Ouais. C'est paradoxal, mais ça fonctionne bien. Et voilà, en fait, T'as une alarme qui te dit va dormir. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me mets un cadre, en fait. Je sais que c'est le truc où je peux partir en vrille. Et donc, du coup, même si j'adore la liberté et tout ça, je me mets quand même un cadre et je me contrains vraiment à aller me coucher. Parce que moi, mon problème, c'est ça. C'est pas, tu vois, je fais pas d'insomnie. C'est vraiment, je veux pas aller me coucher. Donc, du coup, j'essaye de me contraindre et des fois, je me fous la paix. Est-ce que justement, tu penses que le fait d'entreprendre au sens large du terme, particulièrement pour les femmes, mais de manière générale, nous pousse à dépasser les limites de notre corps? Je m'explique, quand on a des métiers qui ne sont pas forcément des métiers, on va faire des activités sportives, notamment entreprendre devant un ordinateur. Est-ce que tu penses que quand on est justement dans l'entrepreneuriat, on est plus à risque de dépasser les limites de son propre corps ou de ne pas en prendre soin? Est-ce que toi, tu l'observes chez les femmes que tu accompagnes? De manière générale, Il y a 2 choses qui me viennent en tête. Ouais. La première, c'est je compare beaucoup l'entrepreneuriat au sport de haut niveau parce que c'est 2 milieux que je connais très bien. Et les entrepreneurs comme les sportifs de haut niveau sont des extrêmes. On est des êtres polarisés. Et donc, en fait, on va dans les extrêmes. Donc, et pour le coup, c'est notre tempérament. On est comme ça. On n'est pas... aucun être n'est linéaire, mais pour le coup, nous, on ne l'est vraiment pas du tout. Et donc, modéré. On est dans les extrêmes, mais on vit comme ça, on se nourrit de ça, et notre équilibre va dans les extrêmes. Donc, en tout cas, moi, c'est clairement ça. Si tu me mets sur un truc où tu m'autorises plus à aller dans les extrêmes, je meurs. Donc, j'ai besoin de ces moments d'adrénaline. J'ai besoin de ces nuits blanches à travailler. C'est juste que derrière, il faut que je m'autorise à aller dans l'autre sens. Donc, c'est d'apprendre, en fait, où est la limite d'un côté et pour rééquilibrer de l'autre côté, au lieu de me dire, je vais pas là, mais du coup, je vais pas là non plus. Tu vois, donc, d'accepter qu'en fait, les vagues sont très importantes. Que ce soit l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau, du coup, c'est pas forcément des métiers où tu vas faire attention à ta santé parce que tu vas être dans la performance et la performance n'est pas compatible avec la santé. Donc, c'est de le savoir et de mettre en place des choses. Pour moi, tu vois, ma psy, mes coachs business, c'est de l'hygiène de vie. Et donc, en fait, ça fait partie, comme mon sommeil, comme mon alimentation, comme le sport. En fait, j'ai des piliers comme ça d'hygiène de vie. Et donc, ça me permet de pouvoir jongler dans ces différentes polarités. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Et après, ce qui me vient, c'est pour les femmes que j'accompagne qui vont pas être dans ce schéma-là, tu vois, d'extrême, parce que c'est des gens qui se reconnaissent pas, tu vois, dans ces grandes extrêmes, mais qui vont quand même avoir cette sensation de pas se respecter. Et là, je pense que c'est plutôt le côté sociétal, où on a quand même beaucoup grandi avec cette femme qui doit être tournée vers les autres, qui doit supporter sa famille sur le plan émotionnel et logistique. Là aussi, franchement, des fois, je plains les mecs aussi, tu vois, parce que en gros, eux aussi, ils ont des trucs ancrés qu'il faut déconstruire. Et en fait, on a tous le job à faire de déconstruction. Et donc là aussi, c'est pas compatible avec la bonne santé parce qu'en fait, moi, beaucoup de femmes que j'accompagne, elles se sont oubliées. Mais de ouf. Enfin, vraiment. Et en fait, à 60 ans, elles me disent, Alexia, je crois que je viens de réaliser que, en fait, j'ai jamais pensé à moi. Tu vois, et de se faire passer vraiment en dernier, je pense que ça, c'est plus la société qui va nous mettre ça là où, quand on est entrepreneur, on est un peu plus
révolté. Tu vois, de toute façon, on est déjà en dehors d'une case. Bien sûr. Donc, quitte à être en dehors d'une case, voilà. Je pense en tout cas, des entrepreneurs que j'ai autour de moi, on va moins avoir ce truc de s'oublier à cause de la société. On va s'oublier parce qu'on va être passionné. Par la performance, en fait. Voilà. Ouais, c'est un autre problème, en fait. C'est la performance qui fait qu'on s'oublie. Là où, voilà, dans le schéma, c'est vrai que quand on est une mère, on est on est conditionné à donner inconditionnellement, du coup, et que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Et donc là, on va pas mettre en place des protocoles pour s'occuper de soi. Ouais, ça prend du temps. C'est les enfants qui passent d'abord, c'est tout le reste, et nous après. Et je vois très bien ces deux schémas. C'est tout à fait ça. Et justement, je propose qu'on passe à la deuxième partie de cette interview, où je voulais vraiment parler du corps comme espace d'intimité. Et surtout, toi, tu formes en plus de tes clientes sur ton parcours voilà, classique, tu formes aussi les professionnels de santé à la santé des femmes, donc notamment les kinés, mais aussi les sages-femmes. Tu as plusieurs corps de métier qui sont autour de la médecine auxquels tu formes. Comment tu as identifié que les sujets du corps des femmes n'étaient pas suffisamment enseignés et ou en tout cas de la bonne manière? Certaines zones du corps des femmes, la vulve, le périnée, les seins post-allaitement, mais même avant, restent en fait des angles morts de la santé. Est-ce que tu penses que c'est une ignorance ou c'est du mépris du corps des femmes depuis toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit là? Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une sacrée merde. J'ai pas été en fait, je suis pas trop, moi, dans l'analyse de pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce que tu constates? Mais le constat est là que quand tu es formé aujourd'hui, que ce soit des études de kiné, de coach sportif, t'as quasiment rien sur les spécificités de la femme, alors que ça va être 50 à 80% de ta clientèle en salle de sport ou, tu vois, les kinés en rééducation, etc. Quand tu dis ça, c'est quoi, par exemple? C'est dans leur manuel, il n'y a pas de... Ouais, à l'école, on ne l'a pas vu. Enfin, tu vois, moi, j'étais à l'université. Julie, donc, qui est la cofondatrice de l'académie, elle était en kiné. Moi, j'étais en STAPS. Et on a juste fait le constat qu'au moment où on est sorti avec notre diplôme, on n'avait pas 20% des connaissances nécessaires pour accompagner correctement une femme. Donc, en fait, on a fait des années et des années de formation annexe qui coûtent de l'argent, donc que tout le monde ne fait pas, qui prennent aussi du temps. Enfin, donc, et où là, on se dit, ah ok, mais ça, pourquoi on ne l'avait pas plus tôt, en fait? Pourquoi ce n'était pas enseigné déjà dans notre formation de base, que ce soit le périnée, mais aussi, tu vois, toutes les spécificités du cycle féminin, la grossesse, le postpartum, la périménopause, enfin, tous ces sujets-là, en fait, sont vraiment indispensables à maîtriser quand tu accompagnes des femmes. Et on le voit dans l'académie, mais je le vois aussi au quotidien. Moi, j'ai tellement de femmes dans mes programmes qui me disent « mais pourquoi je ne savais pas ça ?» Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu leur transmets? Parce que j'imagine que je suis si ignorante parce que je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas par définition. Donc, non, mais évidemment, il y a plein de choses, tu vois, sur typiquement le programme périnée, de leur expliquer ce qui est réellement une descente d'organes, un prolapsus, parce que ça fait trop peur, en fait. C'est un mot, tu vois, descente d'organes qui fait méga peur, alors qu'il est physiologique, en fait. Tu as tes organes qui sont accrochés avec des ligaments, qui, avec l'âge, quand ça se détend, ça descend. Et donc, en fait, ça peut descendre plus tôt parce que tu as une mauvaise gestion de tes pressions abdominales. Mais il n'y a jamais personne qui va t'expliquer comment tu gères tes pressions abdominales. Comment tu gères, en fait, la pression que tu as au niveau du ventre avec la respiration pour pas que tu fasses du mal à ton périnée. En fait, ça, c'est des trucs qu'on devrait l'apprendre en EPS à l'école, pour moi. Littéralement. Tu vois, en cours d'EPS, on devrait... Parce que les hommes ont un périnée. Tu vois, tu dis ça, oui, mais on va pas diviser la classe en deux, mais... Genre, vous en avez un aussi, en fait, les gars. Donc, et les mecs ont aussi des dysfonctions du périnée. C'est juste que c'est pas les mêmes enjeux, mais ils ont aussi des dysfonctions du périnée. Et derrière, le périnée, il est aussi responsable, tu vois. C'est un muscle pelvien, donc dans les rapports sexuels, il leur sert aussi à eux. Donc, et ne serait-ce que pour retenir un gaz. Enfin, tu vois, t'as des hommes à la salle de gym, ils vont pas réussir à retenir un gaz quand ils vont soulever une barre. Alors, c'est un homme, alors bon, ça rigole, machin, mais en vrai... ils sont pas capables de le faire, donc c'est quand même problématique, tu vois. Parce que ça peut être aussi... un gaz, c'est gentil, tu vois, ça peut être aussi plus. Donc, pour les femmes, il y a aussi les fuites urinaires, il y a tous les inconforts liés à un prolapsus, donc, tu vois, sensation de lourdeur dans le bas-ventre, etc. Et ça, en fait, avec un bon apprentissage de tes gestions abdominales, tu peux préserver de fou
ton périnée. Donc, tu peux t'éviter d'avoir des problèmes. Et moi, j'ai des femmes de 35-40 ans qui viennent me voir avec une descente d'organes. Et en fait, tu te rends compte qu'elles ont fait du sport de haut niveau, ou alors elles étaient constipées chroniques, ou alors elles avaient des allergies, elles éternuaient en permanence. Donc, en fait, c'est que des choses qui t'abîment le périnée si tu sais pas gérer tes pressions abdominales. Et si on t'avait appris à faire ça à 14 ans, en fait, t'en serais pas là, tout simplement. Donc, enseigner les pressions abdominales. Ouais, enseigner les apprendre pressions à gérer abdominales. son périnée Ouais. en cours de PS. Je trouve que c'est un très beau programme. Il y a quoi d'autre dans ton programme politique pour la santé des femmes? Donc, en cours de PS, clairement, le périnée, hommes et femmes, ça c'est indispensable. Je trouve ça triste que, tu vois, à l'école, sur le cycle féminin, on parle plus de contraception que de cycle féminin. Donc, d'expliquer un petit peu plus comment le cycle féminin fonctionne, parce que même pour les garçons, c'est hyper intéressant. Ils sont entourés de femmes, ils ont une maman, ils ont peut-être une sœur, et puis ils auront peut-être une amie, enfin une petite amie, ou des copines, enfin tu vois. Donc, en fait, de comprendre comment ça fonctionne, parce que du coup, notre performance va être irrégulière, on peut être très très performante à certains moments et on a besoin de se reposer à d'autres moments. Si les jeunes filles, on les déculpabilise en disant ça c'est la norme, le fait que tu sois très performante et pas performante, c'est ta norme. Au lieu d'arrêter de leur dire qu'elles doivent être linéaires, parce que c'est impossible. Les hommes peuvent l'être, mais pas les femmes. Donc, juste d'expliquer qu'il y a des différences et que, in fine, en fait, si on respecte les fonctionnements de chacun, tout le monde est très performant sur le long terme. Donc, je pense que ça, ce serait chouette aussi. Et puis dans les STAPS et kiné, il y aurait vraiment beaucoup à faire sur l'ajout de modules santé de la femme, clairement. Ne serait-ce que le cycle féminin un peu plus en profondeur, tout ce qui va être autour des muscles du périnée, qui sont des muscles que moi n'étais pas, ça a été rectifié il y a très peu de temps, mais ce n'était pas dans mes livres d'anatomie. Le périnée n'existait pas dans ton bouquin. Alors que c'est un muscle postural extrêmement important, autant important que les abdominaux et les dorsaux, qui fonctionnent en synergie avec le diaphragme. Donc c'est littéralement le socle de ta posture et de ton tronc. Et ça ne figurait pas dans les manuels d'anat, donc c'est chaud quand même. Et donc de rectifier un peu ça et de sensibiliser davantage sur les différentes phases pour que ça devienne une norme, parce que j'entends encore parfois que la ménopause c'est une maladie, ce qui me fait péter un câble, parce qu'au final, si la ménopause est une maladie, avoir ses règles et être enceinte et être en postpartum, c'est aussi une maladie, alors qu'en fait non, c'est juste des périodes et les spécificités qu'on a en étant une femme, et qui, si on était plus éduqués, on vivrait tellement mieux ces périodes-là, parce qu'on comprendrait le fonctionnement de notre corps, on serait moins en rejet. Enfin, je sais pas comment ça a été toi quand tu as eu tes premières règles, mais enfin, moi, je me suis effondrée, parce que c'est hyper traumatisant quand tu n'as aucune idée de ce qu'est avoir des règles, d'avoir du sang dans ta culotte, en fait. Enfin, et moi, j'étais pas prête, tu vois. Je suis l'aînée, on est 3 filles. Ma mère, peace and love, donc elle était là, genre chill, tu vois. Vu que c'est pas un sujet pour elle, c'en était pas un pour moi. Et j'étais hyper angoissée, hyper paniquée, mais parce que je savais pas. Tu vois, si on m'a... Enfin, là, moi, je suis ultra préparée pour la ménopause, parce qu'en fait, j'en parle toute la journée. C'est clair. Et donc, en fait, j'ai zéro angoisse. Ça veut pas dire que ça va bien se passer et tout ça, mais en fait, j'ai zéro angoisse parce que je sais ce qui se passe dans mon corps, en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et au-delà de ce qui se passe dans notre propre corps, il y a aussi, comme tu le disais en introduction, la manière dont la société te renvoie ce qui se passe. Et je me souviens quand on était petite et qu'on se passait nos tampons et nos serviettes dans la manche de notre pull, tu vois, pour pas que ça se voit, en ayant honte de ça. Et je trouve que ça renvoie, en plus de ça, comme tu le disais au début, que ces changements-là sont des sujets de honte que tu dois cacher, et donc de honte vis-à-vis de toi-même, tu vois. Et ça crée une construction de l'image de soi qui est extrêmement dévalorisante quelque part, tu vois. Et donc, moi, pour te répondre sur les règles, moi, ça m'a pas spécialement perturbée, mais en revanche, toute la suite, ça n'a été qu'une catastrophe de gestion, quoi, vraiment. Toute la suite et le postpartum aussi. Enfin, moi, je l'ai beaucoup vécu, ces changements hormonaux au moment du postpartum, à ne pas comprendre ce qui se passait, ce qui arrivait à mon corps, etc. Donc ouais, vraiment, je te rejoins sur, en plus des changements qu'on constate, comment est-ce qu'on a honte. Et pareil, en postpartum, la honte qui nous est renvoyée, c'est pas celle de se passer des tampons dans une manche. La honte qui nous est renvoyée à ce moment-là, c'est tu n'es pas heureuse, tu n'es pas contente, tu pleures, tu as des idées noires, tu parfois en as marre de ton enfant, tu es une mauvaise mère. Et donc en fait, la honte, elle verrouille le silence qui est fait aussi. Et
au-delà de ce que tu vis, qui est déjà horrible, en fait, je ne peux pas en parler et je suis une mère de, etc., etc. Et donc, ce que je trouve incroyable dans le travail que tu fais, c'est au-delà de techniquement renseigner les gens, c'est aussi libérer la parole et de se dire ah ouais, en fait, on va arrêter d'avoir honte d'avoir des règles, d'avoir des descentes d'organes, merci, on espère ne plus en avoir puisqu'on aura super bien entraîné notre périnée. Mais tu vois, voilà, je trouve que c'est un peu la double peine, en plus de tout ce qui t'arrive, de te dire que tu es une anomalie. Tu es une anomalie, exactement. Et c'est presque ça qui empêche de traiter finalement. Parce que si on était capable de dire j'ai un problème parce que X, Y, Z, si on était conditionné à faire ça, alors on aurait accès à l'information plus facilement. Tu vois. Et le conditionnement qui est créé en plus de toute l'ignorance fait qu'on est maintenu aussi dans cette situation de je ne peux pas en parler, tu vois. Ouais, et puis l'ignorance au niveau médical aussi. Parce qu'en fait, moi j'ai plein de femmes qui apprennent énormément de choses avec moi, mais me disent, mais en fait, j'en avais parlé à mon médecin, mais il m'avait dit, bah madame, c'est normal que vous ayez des fuites urinaires parce que vous avez 3 enfants. Donc en fait, si tu veux, quand le corps médical est mal formé, renvoie du coup, parce que tu n'as pas les outils, tu sais pas comment aider ta patiente. Tu vas lui dire, bah madame, c'est normal parce que en fait, j'en ai vu 50 comme vous aujourd'hui. Et donc, tu normalises le truc qui n'est absolument pas normal, comme la douleur, qui est énormément normalisée chez les femmes, alors qu'en fait, personne ne devrait avoir mal n'importe quand. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de normal dans la douleur. C'est normalisé, mais c'est terrible que ce soit normalisé parce qu'en fait, il n'y a rien de normal dans le fait de souffrir, quoi. Complètement. Et voir, c'est valoriser. Quand une femme et ou une mère souffre, ça c'est le fameux principe de la mère sacrificielle, tu enfanteras dans la douleur, quoi, tu vois. C'est un peu le no pain, no gain. Voilà, no pain, no gain, tu enfanteras dans la douleur, qui est la Bible. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être belle, donc il y a toute une rhétorique qui est, plus tu vas souffrir et plus ce sera efficace quelque part. Mais plus tu mériteras. À quel moment, en fait, j'ai besoin de souffrir pour mériter quoi que ce soit, en fait. Ouais, exactement. Ouais, au-delà de ça, il y a aussi toute cette déconstruction que je trouve hyper importante. Et d'ailleurs, si demain, on suivait ton programme politique, qu'on a bien compris, c'était le périnée en EPS, les cycles menstruels, des cours de cycles menstruels, en plus de la contraception, et de la formation en plus de toutes les professions autour du corps médical, y compris du corps médical, on les met aussi. Ah ouais, vraiment. Voilà, eux aussi, on les met de la formation. Ouais, non, on a fait le tour du programme du projet, où il y a encore des lois qu'il faut qu'on fasse passer. Moi, je vote pour Alexia, je te dis direct. Donc, après, autre chose. Il y a plein de choses, mais je pense que les choses pour lesquelles je veux me battre, c'est vraiment ça, pour le coup. Et après, oui, dans le système, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire grandir, et d'un autre côté, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien, tu vois. Tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai que sur la santé des femmes, je pense que... En fait, ce qui est un peu rageant, c'est que ce serait pas si compliqué que ça pour les bienfaits que ça apporterait, et pour le coup, économiquement, ce serait tout de suite bénéficiaire, parce qu'en fait, économiquement, tout de suite, le fait d'avoir des femmes qui, par exemple, en période de ménopause, vont être moins en arrêt maladie, moins en burn-out, parce qu'on aura mis en place des choses pour les accompagner davantage, ça aidera, je pense, tu vois, le taux de mortalité des jeunes mamans à cause du suicide, c'est terrible aussi. Tout ça, en fait, c'est des choses qui coûtent énormément à notre société. Et je pense que en valorisant plus l'importance des spécificités de la femme dès le scolaire, et en éduquant un petit peu plus aussi le corps médical à la prévention, parce qu'on est beaucoup dans le curatif dans les pays occidentaux, mais en éduquant un peu plus à la prévention et en donnant un peu plus de prévention, en fait, au lieu de partir tout de suite sur des traitements avec de la chirurgie ou des médicaments. Je pense financièrement, mon programme serait rentable. Je pense qu'on s'en sortirait. Et c'est ça où des fois tu dis, OK, en fait, il ne faut pas changer tant de choses que ça pour qu'il y ait des grands changements. Alexia 2027. Laisse-moi encore un peu de temps. Si c'est si rentable que ça, si c'est si efficace que ça, si 50% de la population a besoin de ça, et je pense que celles qui nous écoutent diront la même chose, à qui ça bénéficie qu'on reste dans ce système-là? Et ou qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce système-là aujourd'hui? L'ignorance, je pense. Je pense pas que les gens soient fondamentalement contre les femmes, mais je pense qu'ils ignorent tout ce qu'ils auraient à y gagner. Ok, super intéressant. Et justement, parce que j'ai envie de creuser dans ça, en quoi ça bénéficierait aux hommes que les femmes aient
tout ce dont tu viens de parler, soient plus conscientes de leur santé, plus conscientes de leur cycle, tu vois, parce qu'on se dit souvent, oui, ben, il faut le faire pour les femmes, pour les femmes, pour les femmes, mais comme tu dis, les bénéfices sont pas très clairs pour les 50 autres % de notre monde. Donc, quels sont les bénéfices si jamais demain, on se mettait à être hyper toutes conscientes et où on éduquait le monde entier, en tout cas la France entière, on va commencer des ambitions assez un peu petites, mais ouais, ce serait quoi les bénéfices à l'échelle globale et y compris pour les hommes de mettre en place tout ce système-là? Je pense que le premier truc qui me saute aux yeux, c'est moins de conflits. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, je pense, dans les genrés, qui est lié d'une incompréhension. Tu vois, le fait que les hommes ne comprennent pas notre fonctionnement cyclique, parce que même nous, on ne le connaît pas, en fait. Tu vois, nous, on n'en a pas conscience, on ne peut pas leur expliquer. Mais je pense que dès que tu commences à discuter avec des hommes, que toi-même tu le sais, que tu commences à les éduquer, en tout cas moi ce que je peux voir avec mes amis autour de moi, tout de suite en fait il y a une prise de recul immédiate et une compréhension qui fait qu'il y a plus d'empathie et derrière il y a plus de collaboration. Donc ça permet en fait à ce que entre les genres il y ait moins de conflits et il y ait plus d'entraide et plus de collaboration, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres un peu plus, tu vois, de dire en fait moi cette période-là du mois, tel projet je vais pas le prendre parce que je sais que ça tombe mal, donc en fait tu peux collaborer différemment. Tu peux vraiment, au lieu de vouloir te charger, etc., je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi à communiquer beaucoup plus entre les deux sexes. Et je trouve qu'on a été beaucoup, en tout cas dans le féminisme, dans une lutte d'égalité, en mode on veut être égalité, mais en ayant accès à ce que les hommes ont accès. Alors que je pense que l'égalité, entre les deux sexes, devrait plus être de notre fonctionnement à nous, c'est ça, et votre fonctionnement à vous, c'est ça. Et en fait, on doit être à l'égalité en termes d'épanouissement, que ce soit dans notre carrière ou dans notre vie perso. En fait, parce que tu vois, tu as des femmes qui sont très contentes de pouponner, parce qu'en fait, c'est ça qui les épanouit. Mais en fait, juste de comprendre quels sont les besoins des individus et de se dire que tout le monde soit à égalité en termes de respect de nos besoins. Et je pense qu'en comprenant mieux comment les autres fonctionnent, même moi j'ai tellement à apprendre sur le fonctionnement des hommes, tu vois, je les comprends pas, je les capte pas non plus, tu vois, je veux dire, des fois je les regarde, c'est des ovnis. Donc, et donc je comprends qu'ils aient ça dans l'autre sens, tu vois, et que ça puisse être impressionnant dans les deux sens. Donc il y a tout intérêt, je pense, à apprendre les uns des autres et à ce que, tu vois, les spécificités de la femme soient beaucoup plus accessibles à tout le monde. Dans le respect de ses besoins, notamment du cycle, tu vois, on parle beaucoup de congé menstruel. C'est le fait de pouvoir, un ou plusieurs jours dans le mois, prendre du repos, tout simplement, parce que notre cycle va pas bien, etc., ou nous-mêmes, on va pas bien à cause de nos hormones, etc. Ton regard à toi là-dessus, c'est quoi? Pour les femmes qui en ont besoin, je trouve ça génial. En fait. Et en fait, tu as des femmes qui le prendront jamais parce qu'en fait, elles en ressentent pas le besoin. Mais c'est comme, tu vois, le fait que tu as des enfants qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, tu as des enfants, ils vont te demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention et tu vas avoir besoin de disponibilité pour ne serait-ce que les accompagner dans leur éducation. Alors que tu as d'autres enfants qui vont être... en fait, très indépendants et qui vont pas te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Et en fait, c'est comme ça que tu fais fonctionner une société aussi, qu'on met les choses dans des cases pour se dire, OK, on met des lois, des trucs. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a un manque de flexibilité de ça, qui fait qu'il y a énormément de gens qui s'y retrouvent pas et pour qui c'est très compliqué. Et ça génère du mal-être et des conflits derrière, quoi. Et pour personne pour qui la voie de l'entrepreneuriat aussi est une porte de secours, OK, je suis out une semaine par mois, je vais créer ma boîte parce qu'il n'y a aucune boîte dans laquelle je peux dire une fois par mois, OK les gars, rendez-vous dans 2-3 jours, ce qui n'existe pas encore. Merci beaucoup Alexia, on a fait le tour de plein de sujets. Moi, sache que je vote pour toi. Ce programme me va très bien, j'attends les prochaines lois pour pouvoir faire le programme définitivement. En tout cas, c'était absolument incroyable. Ce que je retiens, je fais toujours ce petit exercice à chaque fois que m'a invité. Ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est d'abord cette idée que notre corps, en tant que femme, il est soumis à tellement de bouleversements, de changements de ta vie hormonaux, que ce soit quand tu es à l'adolescence, le postpartum, tu as parlé de la ménopause, et tout ça vient contrarier, ou en tout cas perturber notre propre rapport à notre corps, et aussi induire un regard de la société sur ces changements qui n'est pas forcément un regard positif, et tout ça
créer une espèce de bulle où nous-mêmes, on ne va pas se réapproprier tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et c'est là où commence la grande dérive des femmes avec leur corps, qui parfois ne finissent par ne jamais se reconnecter avec elles. Ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est comment la première chose à faire pour recréer cette connexion, c'est d'abord de se donner de l'amour, de valoriser ce que ton corps t'a permis de faire et d'accomplir jusqu'ici. Tu l'as traîné depuis 30, 40, 50 ans. Ok, en fait, il t'a permis de traverser tellement de choses. Donc, revaloriser ça, le petit exercice de la photo. Qu'est-ce que je pense de moi à cette époque versus qu'est-ce que je me disais de moi-même à cette époque. Le programme politique d'Alexia Cornu avec cette idée du périnée. Tu parles beaucoup du périnée parce que c'est un des organes qui va le plus t'aider à tenir ta posture, ton diaphragme, ta respiration, et qui est central, quand bien même il n'était pas dans les livres d'anatomie jusqu'à très tard, particulièrement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, et rétablir l'invisibilisation des femmes qui a été dans les sphères médicales, sociales évidemment, mais particulièrement médicales et paramédicales, en formant ces corps de métier aussi, globalement. C'est ce que je retiens. J'ai envie tout de suite de me former sur la ménopause. J'ai envie d'être au courant maintenant. Pareil pour le périnée. Je ne suis pas sûre de tout bien faire. Alexia, où est-ce qu'on peut te retrouver pour savoir dès maintenant ce qui va m'attendre dans quelques années? Alors, sur toute la partie contenu gratuit, ou comme je disais tout à l'heure, je donne vraiment beaucoup de choses. Il y a mon Instagram Alexia Cornu, ma chaîne YouTube c'est Alexia Cornu Coach, mon blog c'est alexiacornu.com/blog, tout simplement sur mon site. Et puis ensuite, sur mon site, toujours, là, il y aura mes différents programmes, donc pour la reprise du sport en douceur, pour le périnée, pour la ménopause, qui sont du coup mes 3 programmes d'accompagnement. Incroyable. Et on a ton livre aussi, le guide de santé des femmes. Alexia, un énorme merci d'être venue. J'offre un objet que je n'ai pas là, puisque je l'ai oublié dans la pièce à côté. C'est la 2e fois cette saison que je fais ça. Mais cet objet, c'est un objet qui me tient particulièrement à cœur, que je vais t'offrir en off. C'est un objet avec lequel je commence ma journée. Tu n'es pas spoilée, du coup tu ne sais pas. Je commence ma journée, je passe au moins une demi-heure avec cet objet où j'écoute mes propres pensées. Puis ensuite, c'est un objet qui me sert à mettre mes to-do, à me dire « Ah là là, faut pas que j'oublie ça ». C'est un objet qui ensuite me sert à crayonner, dessiner. J'aime bien aussi avoir un aspect très créatif, écrire des histoires. Et le soir, c'est un objet qui me permet de revenir sur ma journée. Je me refais toujours le fil de ma journée. Qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai appris, de quoi je suis heureuse. Et à l'inverse, qu'est-ce que je ferais mieux? Et cet objet, c'est un carnet. C'est un objet aussi pour se déconnecter du monde, de la vie. Quand on est entrepreneuse, on passe notre vie sur nos écrans. Et donc, c'est vrai qu'avoir un objet de connexion à soi et au monde, qui ne soit pas justement connecté à Internet, c'est aussi pas mal en 2025. Donc, je t'offrirai ton objet, qui est ton carnet, du Divan des Patronnes. Et de notre côté, on va se retrouver dans le prochain épisode du Divan des Patronnes. Tous les liens dont Alexia a parlé seront en description, de la même manière que la newsletter que vous pourrez retrouver avec tous les bonus de l'épisode, les prochains épisodes, bref, encore plus de patronnes. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, pensez à laisser un commentaire, juste dire... C'est trop sympa, Nina, on aime le Divan des Patronnes, on aime écouter, on est resté jusqu'à la fin. Et encore mieux, partagez-le, faites découvrir le Divan des Patronnes, faites découvrir ce qu'on fait ici, ce qui me permet d'accueillir encore plus de femmes, de nouvelles femmes, d'apprendre encore plus avec vous, pour vous. Et encore une fois, merci Alexia pour ton temps. Merci d'être venue te livrer sur le Divan des Patronnes et à très vite. Merci Nina, à très vite. Salut. Si tu as aimé cet épisode du Divan des Patronnes, il y a 2 choses très importantes que tu peux faire. Abonne-toi à la newsletter pour avoir les bonus de chaque épisode, accéder à la communauté du Divan des Patronnes et être informé des prochaines sorties. Le lien est en description. La 2e chose que tu peux faire si tu veux vraiment m'aider dans le lancement de ce projet, c'est de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et surtout de me dire ce que tu as aimé dans l'épisode. C'est ce qui me permet de te proposer le meilleur contenu à chaque fois. Et quand j'ai un petit coup de mou, je relis ces commentaires pour me donner de la force. Alors, merci pour ton écoute et à très vite.